Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la gravité de la crise humanitaire observée dans les régions anglophones pousse un ancien bâtonnier camerounais à demander l'ouverture d'une enquête des Nations Unies afin de voir plus clair sur des actes de crimes de guerre et exactions commises sur les populations dans le chaudron de la crise anglophone. Dans ce journal, vous verrez comment la communauté internationale durcit le ton pour contraindre le gouvernement camerounais à ouvrir un dialogue participatif avant la présidentielle 2018. Et nous prendrons également les nouvelles de ces champions d'Afrique en volleyball qui ont été reçus par le Premier ministre. Comment vivent-elles cette réception au nom du gouvernement et de la nation camerounaise qui leur a été reconnaissante pour le sacre de champion d'Afrique? C'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La gravité de la crise humanitaire observée dans les régions anglophones a suscité tout un rapport des Nations Unies. Près de 160 000 Camerounais déplacés en interne qui fuient les différents affrontements entre l'armée camerounaise et des bandes armées dans les régions anglophones. Ils sont officiellement près de 30 à 40 000 Camerounais ayant trouvé refuge au Nigeria selon les statistiques de ce pays frontalier avec le Cameroun. On fait le point avec Eric Martial Ndjomo. Ils sont, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, près de 160 000 le nombre de déplacés internes liés à la crise anglophone au Cameroun. Selon ce rapport, les arrondissements les plus touchés sont ceux de Kumba et de Manfé dans la région du sud-ouest. Les populations, en raison des exactions et du conflit entre sécessionnistes et armées régulières, fuient leur domicile avec en leur possession très peu pour survivre et regagnent soit la brousse ou encore d'autres communautés aux conditions de vie très souvent précaires. Le rapport rendu public le 15 mai fait état des victimes du conflit qui se recrutent parmi les civils et aussi parmi les soldats. Parlant de réfugiés, le rapport fait état de 20 000 Camerounais enregistrés au Nigeria, des Camerounais ayant fui la guerre dans leur localité au nord-ouest et au sud-ouest. Ce chiffre est en deçà de celui de l'agence nigériane de gestion des urgences qui dénombre 34 000 Camerounais réfugiés dans l'état du Cross River au Nigeria. Les autorités camerounaises, tout comme plusieurs organisations non gouvernementales, s'activent à travers de nombreuses initiatives pour que déplacés et réfugiés regagnent le bercail. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation est loin de revenir à la normale. La gravité de cette crise humanitaire observée dans les régions anglophones a poussé l'ancien bâtonnier Akeremona à adresser une lettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette correspondance, il demande l'ouverture d'une enquête pour ce qu'il qualifie de crimes de guerre et exactions commises sur les populations civiles, mais aussi sur les soldats qui sont tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il évoque les risques de déstabilisation du Cameroun au regard de l'escalade de la crise anglophone. Cette correspondance intervient à quelques jours de la célébration de l'unité nationale et l'un des thèmes évoqués pour cette 46e édition de la fête de l'unité nationale, c'est la promotion de la paix sociale et l'unité nationale dans la diversité du Cameroun. Et l'opposition réagit, ainsi que la société civile, qui estime que le gouvernement ne se mobilise pas assez pour préserver la paix sociale au regard des multiples grognes observées à travers le pays et les crises sécuritaires et sociopolitiques qui secouent la République du Cameroun. Reportage Auréal Toumi. Le Cameroun est déchiré de part et d'autre
par de nombreux mots. Le plus perceptible à travers les réseaux sociaux, c'est le tribalisme. Maître Fidèle Djumbissier pense que la profonde division du pays n'est pas favorable à l'unité. Nous pensons qu'en cet état, on ne peut pas parler d'unité nationale parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes sociaux fragmentés. C'est-à-dire les troubles dans la partie anglophone, les troubles dans la partie septentrionale, et nous observons aussi une montée du tribalisme et différents groupes ethniques qui font des revendications identitaires. On ne proclame pas l'unité nationale par un coup de baguette magique. Pour Cyril Sambaka, le Cameroun est loin, mais alors loin de sortir de l'auberge. L'unité du vivre ensemble, comme tout le monde le dit aujourd'hui, se construit à la base. Ça ne se construit pas par un décret. Il y a la volonté. Et je dois dire que nous retardons l'unité. Nous retardons l'unité parce que le brassage des populations, dans 50 ans, dans un siècle, le Cameroun sera uni. Le gouvernement a mis sur pied des concepts de village et de l'unité qui viennent s'ajouter à ceux de marche pour l'unité. Pour ces observateurs, tout ceci est pur folklore. Les vrais enjeux sont ailleurs. Toutes les entreprises qui avaient pour marcher le Grand Nord, la partie septentrionale du pays, n'arrivaient plus à y écouler tranquillement leurs produits. Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation, nous sommes à l'ère de la construction de notre nation. Donc tout le monde doit participer, tout le monde doit être debout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand d'un côté on a des gens qui imposent, d'autres qui doivent subir, ça ne favorise pas l'unité nationale. Cette crise qui est entretenue par le gouvernement en place, il faut le dire, et qui refuse de trouver la vraie solution, parce que les solutions sont proposées et le gouvernement refuse de régler cette crise et a choisi de mener la guerre. L'unité nationale, le Cameroun a tout de même eu un passé glorieux. Aujourd'hui nostalgique, les anciens ont presque les larmes aux yeux quand ils s'en souviennent. Nous, quand nous étions jeunes, nous allions en face du lycée Jeune Fille, on appelle aujourd'hui Gazon, et puis il y avait des balles populaires où vous trouviez le mangambeu, vous trouvez la siko, vous trouvez le sewe, vous trouvez tout ce qu'on partageait. Allez à New Bell, voyez les gens qui ont une soixantaine, ils vont vous dire ce qu'ils ont vécu. Le vivre ensemble a existé au Cameroun. Il est urgent d'intervenir, d'ouvrir le dialogue inclusif pour sauvegarder notre unité nationale qui a été obtenue au prix de longues luttes. Actuellement, toutes les énergies sont canalisées sur le bon déroulement des défilés du 20 mai 2018. Les observateurs s'interrogent, la parade, oui, la grandiose soirée au Palais de l'Unité, magnifique. Mais que se passera-t-il dès le 21 mai 2018 ? Les différentes activités organisées cette semaine dévoilent la vision martiale du gouvernement sur l'unité nationale, une prise de position qui ne laisse aucun champ libre à un débat sur la forme de l'État ou tout autre consensus politique, c'est en tout cas l'analyse que signe Guy Zogo. Pour la 46e édition de la fête de l'unité nationale qui se célèbre ce 20 mai 2018, la question de l'unité camerounaise est sur toutes les lèvres et dans tous les discours officiels. La thèse la plus répandue, celle du pouvoir, professe que le Cameroun est un et indivisible, le tout adossé sur la décentralisation. De ces certitudes, il se dégage un certain intégrisme dont le refus d'une posture contraire est la mamelle nourricière. Très clairement, l'idée du fédéralisme est rejetée avec une explication bien commode. Ce système politique coûtait trop cher, raison pour laquelle il a été abandonné. Quid alors de la marche vers le pouvoir total, entreprise par Amadou Ahidjo dès 1959 avec les pleins pouvoirs, son élection comme président de la République par l'Assemblée nationale et non par les Camerounais à travers une élection, la loi sur la subversion de 1962 pour museler toute la classe sociopolitique, le parti unique en 1966 pour faire disparaître toute opposition politique et le référendum de 1972 qui met fin au fédéralisme. Que dire du passage de la République unie du Cameroun
à la République du Cameroun sous Paul Biya en 1984. Il faut craindre que l'enfermement dans une démarche vidée de toute idée de dialogue, qui est pourtant la base de la construction nationale depuis 1961, radicalise les positions et conduise à un échec retentissant du projet de construction de l'unité nationale camerounaise. Il vaut mieux travailler à le solidifier à partir du consensus de l'ensemble du village Cameroun. Je vous le disais en titre, la pression monte encore sur le gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle. La communauté internationale exige au préalable l'ouverture d'un dialogue participatif pour calmer les tensions observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, s'agissant du manque de crédibilité du processus électoral et la mainmise de l'administration au Cameroun. Le président du conseil électoral a défendu tant bien que mal l'indépendance de l'ECAM. Des précisions avec Mitterrand Dam et Sylvestre Zangao. Après les élections sénatoriales qui se sont déroulées dans un climat plutôt serein au mois de mars, le Cameroun se prépare à aller aux élections municipales, législatives et à l'élection présidentielle. Pour Pietro Lazeri, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, pour un processus électoral tout aussi apaisé, l'urgence d'un dialogue participatif s'impose. Dans une situation comme au Cameroun, c'est aux Camerounaises et aux Camerounais de trouver le meilleur cocktail sur comment organiser les élections. Mais c'est clair, dans les régions qui ont été mentionnés par ailleurs, par exemple le sud-ouest, le nord-ouest, l'extrême nord, il faut prendre les mesures nécessaires, notamment du point de vue de la sécurité. Donc c'est pour ça que le dialogue préélectoral est fondamental, parce que les différents acteurs qui participent dialoguent entre eux, afin que le processus électoral soit efficace, transparent. Et l'ECAM sera au centre de l'organisation de ces différentes élections. Et pour éviter tout amalgame, survenu après la forte présence des gouverneurs des régions, des préfets, des sous-préfets et des interventions médiatiques du ministre de l'administration territoriale lors des sénatoriales, Eno Abrams Egbe, le président du conseil électoral, réaffirme la souveraineté de l'ECAM dans l'organisation des élections. Je voulais vous dire que l'élection du Cameroun est bel et bien un organisme indépendant et autonome. Le rôle d'autres secteurs des structures du pouvoir, c'est pour nous accompagner. Et l'Illuminati est là pour jouer le rôle d'accompagnement en matière de sécurité. Vous savez que l'élection du Cameroun, c'est un organisme indépendant, mais qui n'a pas les forces de l'ordre. Nous avons besoin, ce n'est pas le ministère en tant que tel, c'est les autorités administratives qui nous accompagnent beaucoup plus. Et les services de sécurité pour asseoir une sécurité acceptable pour tout le monde. L'élection du Cameroun est prêt. Bon, améliorer, c'est dans le sens de la fluidité du processus. Nous croyons qu'il y a certaines zones à problème que nous connaissons tous. Nous sommes en train de réfléchir comment y arriver pour qu'il y ait effectivement l'élection le jour J. C'est ça qui nous impose maintenant. Pour participer à mener les différentes parties prenantes aux élections, à s'engager dans un dialogue constructif, le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques et la Fondation Kofi Annan ont réuni des experts des questions électorales autour d'une table à Douala pour explorer des pistes pouvant conduire à un dialogue participatif sur les élections au Cameroun. Quels sont les autres enjeux de ce dialogue participatif dans le cadre d'un processus électoral apaisé au Cameroun? Je vous propose de suivre l'analyse d'un spécialiste des questions de géopolitique, Christian Pout, qui s'exprime au micro de nos reporters. On s'est rendu compte en tant que laboratoire qui scrute l'Afrique que 25% des élections en Afrique sont violentes. Et on s'est dit que notre pays entre dans une phase qui va être une phase assez critique, celle de la période électorale. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter en tant que laboratoire d'idées pour essayer de mettre ensemble autour d'une table les acteurs du processus électoral autour d'un document de référence. Et c'est ce que nous avons fait grâce à la Fondation Kofi Annan et au soutien de la Suisse et avec la participation d'Elecam. Et je voudrais d'abord dire que nous sommes très reconnaissants parce que Elecam a été le premier partenaire stratégique de cette initiative et qu'il a apprécié en estimant que cette initiative permettrait déjà de servir de plateforme comme une sorte de concertation nationale
nationale. Et nous avons en tant que chercheurs, analystes, apporté notre pierre à cet objectif en proposant un document qui passe en revue l'ensemble du processus électoral et qui fait une sorte d'analyse SWOT, c'est-à-dire des forces, des faiblesses, des opportunités, même des menaces. Et c'est ce que représente aujourd'hui le document de référence. Et des représentants de la direction générale. Le quotidien de l'économie ne paraîtra plus dans les kiosques à journaux. Plombé par les factures impayées, son directeur de publication a signé le dernier article ce jour, annonçant la mise en congé technique de ses collaborateurs. Au-delà de la conjoncture économique, la question de la viabilité de la presse, des entreprises de presse, se pose avec acuité au Cameroun. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Le 3 mai dernier, alors que l'on célébrait la liberté de la presse, le quotidien de l'économie consacrait tout un dossier à la mauvaise santé de la presse camerounaise. Un segment des médias en perte de vitesse au fil des ans. À peine 2 semaines se sont écoulées que voici le seul quotidien dédié à l'actualité économique. Prise au piège de la précarité qui caractérise le fonctionnement des médias au Cameroun. En raison des difficultés financières, le quotidien de l'économie vient de prendre congé de ses lecteurs, au grand désarroi de son directeur de publication. Nous ne pouvons plus faire face à nos dépenses, qui sont les salaires des journalistes, les frais de reportage, les loyers, l'Internet, les frais d'impression. Nous ne pouvons pas faire face parce que nous ne sommes pas payés. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les employés essayent tant bien que mal de gérer cette période difficile. Baudouin Enama, en charge de l'actualité, est un des plus anciens journalistes de la maison. Il y travaille depuis 2012. Vous savez quand même qu'en décembre dernier, notre groupe s'est séparé d'une partie de nos collègues. C'était d'abord un signe qui démontrait qu'on avait des problèmes économiques. Alors, quand on vous annonce que vous allez en congé technique, ça vous plonge effectivement dans l'inquiétude. Vous savez, il y a une fierté à produire un journal de qualité, un journal crédible. Il y a également une fierté à vivre du travail qu'on fait, c'est-à-dire avoir son salaire. Parce que derrière nous, il y a des familles, il y a un certain nombre de personnes qui comptent sur nous, qui comptent sur notre travail. Si le quotidien de l'économie va autant mal, c'est en raison du non-paiement de ses factures. Au banc des accusés, l'État, les administrations publiques, ainsi que les entreprises du secteur privé. C'est le silence total du côté des pouvoirs publics, notamment des administrations qui prennent des pages de pub chez nous, à l'exemple du ministère des Finances, qui est sans mots. Mais je remercie les partenaires du secteur privé qui nous ont rassurés qu'ils vont tout faire pour assurer le paiement de leurs factures. Mais la cause n'est pour autant pas perdue. Le directeur de publication a pris langue avec un établissement bancaire de la place. Le journal pourrait être de retour dans les kiosques dans un bref avenir. Parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec la banque, parce que nous avons eu une première séance de travail le matin. On va trouver une solution viable pour la pérennité de notre quotidien. Mais ce sera dans un bref délai? Dans un délai, je le situe de 2 semaines, grand maximum. La situation que traverse le quotidien de l'économie montre combien il est difficile pour la presse camerounaise de tenir le bon bout, avec des annonceurs qui ne tiennent pas leur engagement face à un marché publicitaire de plus en plus étroit, une aide publique à la communication privée insignifiante. Impossible d'envisager avec sérénité l'avenir de la presse camerounaise et d'espérer avoir des entreprises viables. Au regard de ces difficultés économiques, les médias peuvent-ils jouer leur rôle de gardiens de la démocratie et contre-pouvoir au Cameroun? L'ancien directeur des rédactions du Messager, Alexandre Ndjimili, analyse dans un ouvrage qui vient de paraître les rapports tumultueux entre médias et politiques dans le processus de construction de la démocratie au Cameroun. Note de lecture avec Auréole Tchoumi. Depuis les élections présidentielles du 9 octobre 2011, de nombreux citoyens ne parviennent plus à cerner une réelle différence entre médias et pouvoir. Pour eux, le jeu démocratique est davantage brouillé au Cameroun. On arrive à mener le politique à véritablement lever quelques barrières pour permettre à la presse de vivre dans son indépendance totale. C'est toute la relation complexe, ambiguë et aussi lisible entre le journalisme et la politique. Vous savez que l'un a besoin de l'autre
Et parfois dans cette relation, il y a le risque d'être phagocyté. Alexandre Djimili, enseignant à l'université de Chang, vient de faire une immersion dans le fleuve trouble et au rapport parfois incestueux où coule l'amour un jour et le désamour un autre entre médias et politique. Quand on regarde la foultitude, le pullulement d'organes de presse aujourd'hui, c'est vrai, ça peut participer du pluralisme, ça peut participer de l'âge d'or de la presse, mais on a le sentiment que beaucoup de journalistes aujourd'hui ont choisi volontairement de ramer à contre-courant de l'actualité. Il s'agit d'un mariage quelquefois incestueux, un mariage qui dépend des jeux et des enjeux des deux positions, que ce soit dans le journalisme, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau de la politique. Donc on a cette tendance-là, bon, qui résiste et qui réside, et du coup dans une société telle que la nôtre, où les gens arrivent même dans les médias par embuscade. Médias et politique au Cameroun, les dynamiques de déconstruction démocratique, c'est le titre de cet ouvrage préfacé par le professeur Léopold Donfax Sonquin et qui devra servir, selon l'auteur, de guide aux journalistes en cette année électorale. Nous sommes parfois si profondément plongés dans la quotidiennité de notre pratique qu'il nous est parfois difficile de nous arrêter pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre pratique même et ce qui se passe autour de nous. Cet ouvrage nous permet de marquer donc un temps d'arrêt, de revenir aux fondamentaux. La diffusion de l'information, le formatage des esprits, les médias, outils du pouvoir, le détournement d'informations et plusieurs autres thématiques sont abordées dans cet ouvrage par l'auteur. À la vérité, si on prend les analyseurs ou un certain nombre d'invariants qui permettent d'apprécier la démocratie, notamment la compétition électorale, je crois qu'il y a une compétition électorale chez nous. La participation, on peut en discuter, mais je crois que il y a la participation, l'élargissement de l'espace public. Je crois que l'espace public est élargi, même si on peut faire la critique selon laquelle les mêmes figures reviennent et que ce n'est pas véritablement enrichi malgré l'ouverture. La problématique est dégagée. Les médias influencent-ils le pouvoir ou sont la politique et les politiques qui influencent les médias? Esquisse de réponse dans l'ouvrage dédicacé à Douala et dans quelques jours dans la ville de Chang. Restons dans le paysage médiatique. Vous avez certainement suivi cette vague déferlante d'Equinox Télévision qui a raflé la majeure partie des prix en compétition durant des awards des médias organisés en 2017. Le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchonko, a tenu à féliciter les journalistes et animateurs du groupe Equinox, lauréats des différents prix engrangés au cours de l'année 2017, et il les a exhortés à plus d'ardeur au travail afin de permettre à Equinox Télévision de rester la meilleure chaîne de télévision en Afrique centrale. Reportage Séverin Tchouban et Flavien Valondongo. C'est un homme tout souriant et plein d'énergie qui arrive à la salle de rédaction d'Equinox Télévision. Entouré de ses proches collaborateurs, le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression décline la raison de sa venue. Mes collaborateurs ont reçu des distinctions et ils ont exprimé le désir de me les présenter. Il est de bon ton que je vienne voir ce qu'ils ont reçu comme distinction et les féliciter pour cela. Voilà qui est dit. Chacun peut alors présenter ses lauriers. Julie Nguenyonde, meilleur magazine féminin de l'année 2017 avec Parole de femme. Esther Maël, double prix, meilleure animatrice de l'année 2017 et l'animatrice la mieux habillée de la même année. Gladys Sidje, meilleure présentatrice du programme matinal Cadence Matinale. Cédric Noufélé, meilleur présentateur du journal TV de l'année 2017. Mimi Mefo, double prix, meilleure présentatrice du journal TV et meilleure journaliste de l'année 2017. Flavien Dongo, double prix, meilleur magazine de l'année 2017 avec Actu Santé et le prix du meilleur exposé, obtenu lors du congrès africain sur la prévention des maladies cardiovasculaires, organisé à Sousse en Tunisie. Autant de lauriers qui suscitent la satisfaction, plus encore la reconnaissance par la hiérarchie de la structure. On ne peut être que contente et heureuse de savoir que le travail qui a été jugé à l'extérieur est reconnu
à l'intérieur. Donc moi je dis ça me fait énormément plaisir que le président du directeur général pour qui je travaille, parce qu'il s'agissait de la meilleure animatrice 2017 et qui est Esther Maé qui représentait Equinox. Donc comme il le fait, je dis je suis très contente et je lui dis merci du fond du cœur. Quand notre premier patron pense à nous féliciter, à nous encourager, à saluer nos efforts, ça fait immensement plaisir. Surtout que ça nous booste davantage dans l'avenir pour pouvoir travailler durement, doubler d'efforts, être parmi les meilleurs. Dans une ambiance conviviale, Séverin Tchouke, venu féliciter ses employés, n'a cessé de rappeler que tous ces prix glanés sont une invite à plus d'ardeur au travail. Oui, sur le plan international, vous par exemple, vous avez reçu une distinction, le rédacteur en chef Eric Ouamou également, donc ça fait beaucoup, donc vous comprenez la satisfaction de l'entreprise, indiquer que ce n'est qu'une étape, parce que si les uns et les autres ont été distingués, il faut maintenant pouvoir confirmer que vous restez les meilleurs et que vous puissiez être l'année prochaine les meilleurs des meilleurs. Sous les regards du responsable des programmes et du conseiller spécial de la direction générale d'Equinox Télévision, la cérémonie qui s'est voulue soft s'est achevée par des séances photos entre employés et le président directeur général. Parlons à présent du début de jeûne de Ramadan, déjà observé par la communauté musulmane. Dans quelle ambiance et quelle est la symbolique de ce début de jeûne de Ramadan? Élément de réponse avec Innocent Abega et Carole Zoupet. Ils sont près d'1,5 milliard de fidèles musulmans dans le monde à avoir débuté ce jour le mois sacré du jeûne et de prière du Ramadan. Toujours ces 5 prières que Dieu nous a instaurées, donc même dans le Ramadan ou après le Ramadan, les 5 prières ne changent pas. Pour l'imam adjoint de la mosquée centrale de Douala, c'est une grâce d'entamer cette étape importante qui constitue un des 5 piliers de l'islam. Ce premier jour, ça présente, c'est un très grand jour, parce que ça c'est Dieu qui a voulu à ce qu'on rencontre ce jour. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de trouver ce jour. Mais quand tu as trouvé ce jour, il faut, c'est-à-dire faire l'intention de faire les carèmes. Même si les tout petits sont dispensés du jeûne, il est recommandé de les y habituer progressivement. Durant cette période de 29 au 30 jours, les croyants musulmans luttent contre la séduction des plaisirs terrestres et se mobilisent davantage à la charité durant ce mois de piété. Fidèle musulman, il va s'abstenir de jeûner, il va s'abstenir de faire de mauvaises choses. Il prend, premier d'abord c'est l'intention, il fait l'intention de jeûner, soit 29 ou 30 jours, à partir de l'aube, 5h jusqu'à 18h30, quand le soleil se couche. Donc là, il ne cherche pas le problème avec les gens. Si quelqu'un lui cherche le problème, il dit que moi je suis jeûneur, moi je suis jeûneur. Il observe sa prière, il fait, c'est-à-dire il lit beaucoup de Coran, il fait beaucoup de zikroullah, le rappel de Dieu, et puis il donne le sadaka, il fait les biens. Soulignons que la période du jeûne du Ramadan commence au début de la nouvelle lune et s'achève au début du cycle lunaire suivant. Après plusieurs mois d'attente, les championnes d'Afrique du volleyball ont finalement reçu la reconnaissance de la nation camerounaise alors qu'elles espéraient de recevoir être reçues au palais de l'unité par le couple présidentiel. C'est plutôt le chef du gouvernement qui les a décerné des médailles par rapport à leur compétition et leur bravoure durant cette compétition panafricaine. Ambiance de ces lionnes indomptables du volleyball, c'est avec Ike Cyril. Les Lions indomptables de volleyball du Cameroun reçus à l'immeuble Étoile. Voilà qui réveille les sensations d'il y a 7 mois au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ça nous a un peu réveillé les émotions que nous avions eues pendant la CAN et nous nous sommes sentis vraiment honorés. C'est en octobre 2017 que les Lions ont remporté le championnat d'Afrique de volleyball dames. L'attente aura été longue, mais les joueuses disent mieux vaut tard que jamais. L'État n'oublie jamais ses sportifs, l'État n'oublie jamais ce qu'on fait.
Donc peu importe le moment, on est juste content parce que on savait que ça allait arriver quoi qu'il arrive. Hein, donc peu importe que ce soit le lendemain de la finale ou aujourd'hui, c'est pareil. La question de savoir pourquoi le Premier ministre et non le président de la République en personne n'intéresse pas non plus les champions d'Afrique. Si le Premier ministre est là, c'est quand même le chef de l'État qui l'envoie, donc c'est lui dont on est content, on a reçu nos honneurs et voilà, on est content de savoir que la nation reconnaît le mérite de ces sportifs. C'est la même chose, c'est le président de la République qui attribue les médailles aux sportifs. Et quelle que soit la personne qui les accroche, ça vient du président de la République. Donc tout ça, c'est l'État camerounais et nous sommes très contents que nous soyons reconnus par l'État camerounais. Cerise sur le gâteau pour cette reconnaissance des pouvoirs publics, la distinction de chevalier de l'ordre de la valeur faite aux joueuses. La réception, la décoration, il n'y a rien d'autre à dire, on est juste heureux d'être là. C'est un sacre pour tout sportif, une énorme récompense que l'État camerounais nous a faite et nous ne sommes que reconnaissants pour cela. Après le championnat d'Afrique, les regards sont désormais tournés vers le championnat du monde de volleyball dames, Japon 2018, où on attend d'autres lauriers. Des publi-reportages dans ce journal, Sosucam, qui rassure l'opinion nationale sur la disponibilité du sucre dans les marchés et aussi dans ces différentes usines de stockage afin de répondre à la demande locale. Reportage. Après la décision de Paul Biya interdisant les importations, la Sosucam annonce qu'elle dispose de stocks suffisants pour ravitailler le marché. 52 000 tonnes de sucre sont actuellement stockées dans les magasins de Mbandjok, Nkoteng et Ngaoundéré. Le ministre du Commerce s'en est d'ailleurs rendu compte au cours d'une visite à Sosucam. On constate que les quantités telles que nous les avions annoncées à l'occasion de la conférence de presse d'hier, je crois que vous l'aurez également constaté par vous-même, que ces quantités-là sont une réalité. On peut penser que avec un stock donc qui est évalué à 52 000 tonnes à l'heure actuelle, en rappelant que la production va se poursuivre jusqu'au 16 août, on est tout aise aujourd'hui pour pouvoir satisfaire la demande nationale et j'allais dire au-delà. Dans les magasins Sosucam, le sucre est disponible en quantité. Mais l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À la station de pompage, également visitée par le ministre du Commerce, tout est mis en œuvre pour pérenniser la production. Les investissements sont en cours pour améliorer les conditions de production du sucre, notamment la rentabilité du sucre. Comme toute production agricole a besoin d'eau. Donc la Sosucam s'est engagée dans un programme d'irrigation. Pas d'inquiétude donc pour les consommateurs, notamment ceux de la communauté musulmane qui rentrent bientôt dans la période du jeûne du Ramadan. Pour autant, la Sosucam doit se montrer agressive sur le marché. Un effort devra être fait par la Sosucam pour fluidifier et puis rendre un peu plus transparent le circuit de distribution du produit. Sinon, il va rester stocké, il n'arrivera pas au consommateur. Or, ce qu'on recherche, c'est qu'il arrive au consommateur final. Créée en 1965, la société sucrière du Cameroun, Sosucam, est aujourd'hui le leader du secteur agroalimentaire au Cameroun. Elle ne cache pas sa détermination de continuer à alimenter le marché à travers la production du seul sucre made in Cameroun. Meilleure compagnie aérienne européenne depuis 2011, Turkish Airlines ne cesse de renforcer sa flotte pour desservir presque toutes les destinations internationales. Quel est le secret de cette compagnie aérienne nationale turque? Elle a décidé d'ouvrir son cockpit à nos envoyés spéciaux Séverin Touban et Gladys Sidier. Reportage.
Elle porte l'emblème national de la Turquie dans les airs depuis 1933. Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale turque, a su se faire une place de choix dans un ciel hautement concurrentiel. Élue meilleure compagnie aérienne d'Europe durant 6 années d'affilée, elle est la 10e compagnie au monde en termes de capacité de sa flotte, avec plus de 300 avions et prévoit de passer le cap de 500 avions d'ici 2023. Turkish Airlines occupe la 14e place mondiale en termes de nombre de passagers et ambitionne de devenir 10e à l'horizon 2035. Dans la mise sur pied de la stratégie de développement, la compagnie aérienne turque opère des vols nationaux et internationaux vers 261 destinations, dont près de 50 destinations domestiques et plus de 200 destinations internationales dans plus de 108 pays. Turkish Airlines a su se faire tout de même une place de choix dans un ciel hautement concurrentiel. Plus de 200 destinations en Europe, en Amérique et bien sûr en Asie et en Afrique également. Au regard de tout cela, on est tenté de se demander quel est le secret de cette compagnie aérienne. Dans ce reportage, vous allez découvrir les stratégies, les joyaux également de Turkish Airlines. Nous allons non seulement visiter la direction générale de cette compagnie aérienne qui est située ici même à Istanbul, mais on fera également une incursion au cœur même du centre de formation des pilotes, des hôtesses, bref, de l'équipage à bord. Le premier arrêt de notre visite se fait au Flight Training Center, le centre de formation du personnel navigant situé à Istanbul. Doté de plusieurs simulateurs complets de vol, notamment d'Airbus et de Boeing, destinés à rendre plus pointus les apprentissages des pilotes et du personnel de cabine. Grâce à un matériel de dernière génération utilisé, on peut avoir les représentations de toutes les pistes d'atterrissage des aéroports à travers le monde. That's the problem. Transférer les gens. Yeah, we have to transfer. Voilà Yaoundé. Voilà. This is Yaoundé. L'ouverture de ce centre de formation à la presse camerounaise a permis de se mettre dans la peau des passagers exposés à des situations d'urgence, incendie à bord ou encore cas de noyade. Le Flight Training Center de Turkish Airlines a déjà formé de milliers de pilotes de différentes nationalités de près de 29 compagnies aériennes. La formation pour les pilotes se fait après 6 mois et 9 mois pour le personnel en cabine. Après une incursion au centre de formation de Turkish Airlines, les responsables de la compagnie aérienne nous ouvrent les portes de la direction générale située à Istanbul. L'échange se fait avec le directeur en charge de l'Afrique subsaharienne. Il nous présente les perspectives à venir de leur compagnie aérienne. Turkish Airlines qui prévoit d'acheter 231 avions d'ici 2023 pour marquer le 100e anniversaire de la République turque. La compagnie prévoit également de devenir le plus gros réseau aérien au monde en 2023, mais aussi de transporter 100 millions de passagers à travers le monde. Le chiffre d'affaires devrait aussi doubler à 24 millions de dollars en 2023. Depuis de nombreuses années, Turkish Airlines se développe surfant sur l'économie de son pays dont elle se veut un symbole éclatant. Depuis mai 2006, l'État turc ne détient plus que 49,2% du capital de Turkish Airlines. Avec sa politique de développement, Turkish Airlines fait trembler les géants de l'aviation dans le monde. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.
représentant de la direction générale. Le quotidien de l'économie ne paraîtra plus dans les kiosques à journaux. Plombé par les factures impayées, son directeur de publication a signé le dernier article ce jour, annonçant la mise en congé technique de ses collaborateurs. Au-delà de la conjoncture économique, la question de la viabilité de la presse, des entreprises de presse, se pose avec acuité au Cameroun. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Le 3 mai dernier, alors que l'on célébrait la liberté de la presse, le quotidien de l'économie consacrait tout un dossier à la mauvaise santé de la presse camerounaise. Un segment des médias en perte de vitesse au fil des ans. À peine 2 semaines se sont écoulées que voici le seul quotidien dédié à l'actualité économique. Prise au piège de la précarité qui caractérise le fonctionnement des médias au Cameroun. En raison des difficultés financières, le quotidien de l'économie vient de prendre congé de ses lecteurs, au grand désarroi de son directeur de publication. Nous ne pouvons plus faire face à nos dépenses, qui sont les salaires des journalistes, les frais de reportage, les loyers, l'Internet, les frais d'impression. Nous ne pouvons pas faire face parce que nous ne sommes pas payés. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les employés essayent tant bien que mal de gérer cette période difficile. Baudouin Enama, en charge de l'actualité, est un des plus anciens journalistes de la maison. Il y travaille depuis 2012. Vous savez quand même qu'en décembre dernier, notre groupe s'est séparé d'une partie de nos collègues. C'était d'abord un signe qui démontrait qu'on avait des problèmes économiques. Alors, quand on vous annonce que vous allez en congé technique, ça vous plonge effectivement dans l'inquiétude. Vous savez, il y a une fierté à produire un journal de qualité, un journal crédible. Il y a également une fierté à vivre du travail qu'on fait, c'est-à-dire avoir son salaire. Parce que derrière nous, il y a des familles, il y a un certain nombre de personnes qui comptent sur nous, qui comptent sur notre travail. Si le quotidien de l'économie va autant mal, c'est en raison du non-paiement de ses factures. Au banc des accusés, l'État, les administrations publiques, ainsi que les entreprises du secteur privé. C'est le silence total du côté des pouvoirs publics, notamment des administrations qui prennent des pages de pub chez nous, à l'exemple du ministère des Finances, qui est sans mots. Mais je remercie les partenaires du secteur privé qui nous ont rassurés qu'ils vont tout faire pour assurer le paiement de leurs factures. Mais la cause n'est pour autant pas perdue. Le directeur de publication a pris langue avec un établissement bancaire de la place. Le journal pourrait être de retour dans les kiosques dans un bref avenir. Parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec la banque, parce que nous avons eu une première séance de travail le matin. On va trouver une solution viable pour la pérennité de notre quotidien. Mais ce sera dans un bref délai? Dans un délai, je le situe de 2 semaines, grand maximum. La situation que traverse le quotidien de l'économie montre combien il est difficile pour la presse camerounaise de tenir le bon bout, avec des annonceurs qui ne tiennent pas leur engagement face à un marché publicitaire de plus en plus étroit, une aide publique à la communication privée insignifiante. Impossible d'envisager avec sérénité l'avenir de la presse camerounaise et d'espérer avoir des entreprises viables. Au regard de ces difficultés économiques, les médias peuvent-ils jouer leur rôle de gardiens de la démocratie et contre-pouvoir au Cameroun? L'ancien directeur des rédactions du Messager, Alexandre Ndjimili, analyse dans un ouvrage qui vient de paraître les rapports tumultueux entre médias et politiques dans le processus de construction de la démocratie au Cameroun. Note de lecture avec Auréole Tchoumi. Depuis les élections présidentielles du 9 octobre 2011, de nombreux citoyens ne parviennent plus à cerner une réelle différence entre médias et pouvoir. Pour eux, le jeu démocratique est davantage brouillé au Cameroun. On arrive à mener le politique à véritablement lever quelques barrières pour permettre à la presse de vivre dans son indépendance totale. C'est toute la relation complexe, ambiguë et aussi lisible entre le journalisme et la politique. Vous savez que l'un a besoin de l'autre et parfois dans cette relation, il y a le risque d'être phagocyté. Alexandre Ndjimili, enseignant à l'université de Tchang, vient de faire une immersion dans le fleuve trouble et de part et d'autre,
par de nombreux mots. Le plus perceptible à travers les réseaux sociaux, c'est le tribalisme. Maître Fidèle Djumbissier pense que la profonde division du pays n'est pas favorable à l'unité. Nous pensons qu'en cet état, on ne peut pas parler d'unité nationale parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes sociaux fragmentés. C'est-à-dire les troubles dans la partie anglophone, les troubles dans la partie septentrionale, et nous observons aussi une montée du tribalisme et différents groupes ethniques qui font des revendications identitaires. On ne proclame pas l'unité nationale par un coup de baguette magique. Pour Cyril Sambaka, le Cameroun est loin, mais alors loin de sortir de l'auberge. L'unité du vivre ensemble, comme tout le monde le dit aujourd'hui, se construit à la base. Ça ne se construit pas par un décret. Il y a la volonté. Et je dois dire que nous retardons l'unité. Nous retardons l'unité parce que le brassage des populations, dans 50 ans, dans un siècle, le Cameroun sera uni. Le gouvernement a mis sur pied des concepts de village et de l'unité qui viennent s'ajouter à ceux de marche pour l'unité. Pour ces observateurs, tout ceci est pur folklore. Les vrais enjeux sont ailleurs. Toutes les entreprises qui avaient pour marcher le Grand Nord, la partie septentrionale du pays, n'arrivaient plus à y écouler tranquillement leurs produits. Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation, nous sommes à l'ère de la construction de notre nation. Donc tout le monde doit participer, tout le monde doit être debout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand d'un côté on a des gens qui imposent, d'autres qui doivent subir, ça ne favorise pas l'unité nationale. Cette crise qui est entretenue par le gouvernement en place, il faut le dire, et qui refuse de trouver la vraie solution, parce que les solutions sont proposées et le gouvernement refuse de régler cette crise et a choisi de mener la guerre. L'unité nationale, le Cameroun a tout de même eu un passé glorieux. Aujourd'hui nostalgique, les anciens ont presque les larmes aux yeux quand ils s'en souviennent. Nous, quand nous étions jeunes, nous allions en face du lycée Jeune Fille, on appelle aujourd'hui Gazon, et puis il y avait des balles populaires où vous trouviez le mangambeu, vous trouvez la siko, vous trouvez le sewe, vous trouvez tout ce qu'on partageait. Allez à New Bell, voyez les gens qui ont une soixantaine, ils vont vous dire ce qu'ils ont vécu. Le vivre ensemble a existé au Cameroun. Il est urgent d'intervenir, d'ouvrir le dialogue inclusif pour sauvegarder notre unité nationale qui a été obtenue au prix de longues luttes. Actuellement, toutes les énergies sont canalisées sur le bon déroulement des défilés du 20 mai 2018. Les observateurs s'interrogent, la parade, oui, la grandiose soirée au Palais de l'Unité, magnifique. Mais que se passera-t-il dès le 21 mai 2018 ? Les différentes activités organisées cette semaine dévoilent la vision martiale du gouvernement sur l'unité nationale, une prise de position qui ne laisse aucun champ libre à un débat sur la forme de l'État ou tout autre consensus politique. C'est en tout cas l'analyse que signe Guy Zogo. Pour la 46e édition de la fête de l'unité nationale qui se célèbre ce 20 mai 2018, la question de l'unité camerounaise est sur toutes les lèvres et dans tous les discours officiels. La thèse la plus répandue, celle du pouvoir, professe que le Cameroun est un et indivisible, le tout adossé sur la décentralisation. De ces certitudes, il se dégage un certain intégrisme dont le refus d'une posture contraire est la mamelle nourricière. Très clairement, l'idée du fédéralisme est rejetée avec une explication bien commode. Ce système politique coûtait trop cher, raison pour laquelle il a été abandonné. Quid alors de la marche vers le pouvoir total, entreprise par Amadou Ahidjo dès 1959 avec les pleins pouvoirs, son élection comme président de la République par l'Assemblée nationale et non par les Camerounais à travers une élection, la loi sur la subversion de 1962 pour museler toute la classe sociopolitique, le parti unique en 1966 pour faire disparaître toute opposition politique et le référendum de 1972 qui met fin au fédéralisme. Que dire du passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun sous Paul Biya en 1984 ? Il faut craindre que l'enfermement dans une démarche vidée de toute idée de dialogue qui est pour...
Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la gravité de la crise humanitaire observée dans les régions anglophones pousse un ancien bâtonnier camerounais à demander l'ouverture d'une enquête des Nations Unies afin de voir plus clair sur des actes de crimes de guerre et exactions commises sur les populations dans le chaudron de la crise anglophone. Dans ce journal, vous verrez comment la communauté internationale durcit le ton pour contraindre le gouvernement camerounais à ouvrir un dialogue participatif avant la présidentielle 2018. Et nous prendrons également les nouvelles de ces champions d'Afrique en volleyball qui ont été reçus par le Premier ministre. Comment vivent-elles cette réception au nom du gouvernement et de la nation camerounaise qui leur a été reconnaissante pour le sacre de champion d'Afrique? C'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La gravité de la crise humanitaire observée dans les régions anglophones a suscité tout un rapport des Nations Unies. Près de 160 000 Camerounais déplacés en interne qui fuient les différents affrontements entre l'armée camerounaise et des bandes armées dans les régions anglophones. Ils sont officiellement près de 30 à 40 000 Camerounais ayant trouvé refuge au Nigeria selon les statistiques de ce pays frontalier avec le Cameroun. On fait le point avec Eric Martial Ndjomo. Ils sont, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, près de 160 000 le nombre de déplacés internes liés à la crise anglophone au Cameroun. Selon ce rapport, les arrondissements les plus touchés sont ceux de Kumba et de Manfé dans la région du sud-ouest. Les populations, en raison des exactions et du conflit entre sécessionnistes et armées régulières, fuient leur domicile avec en leur possession très peu pour survivre et regagnent soit la brousse ou encore d'autres communautés aux conditions de vie très souvent précaires. Le rapport rendu public le 15 mai fait état des victimes du conflit qui se recrutent parmi les civils et aussi parmi les soldats. Parlant de réfugiés, le rapport fait état de 20 000 Camerounais enregistrés au Nigeria, des Camerounais ayant fui la guerre dans leur localité au nord-ouest et au sud-ouest. Ce chiffre est en deçà de celui de l'agence nigériane de gestion des urgences qui dénombre 34 000 Camerounais réfugiés dans l'état du Cross River au Nigeria. Les autorités camerounaises, tout comme plusieurs organisations non gouvernementales, s'activent à travers de nombreuses initiatives pour que déplacés et réfugiés regagnent le bercail. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation est loin de revenir à la normale. La gravité de cette crise humanitaire observée dans les régions anglophones a poussé l'ancien bâtonnier Akeremona à adresser une lettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette correspondance, il demande l'ouverture d'une enquête pour ce qu'il qualifie de crimes de guerre et exactions commises sur les populations civiles, mais aussi sur les soldats qui sont tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il évoque les risques de déstabilisation du Cameroun au regard de l'escalade de la crise anglophone. Cette correspondance intervient à quelques jours de la célébration de l'unité nationale et l'un des thèmes évoqués pour cette 46e édition de la fête de l'unité nationale, c'est la promotion de la paix sociale et l'unité nationale dans la diversité du Cameroun. Et l'opposition réagit, ainsi que la société civile, qui estime que le gouvernement ne se mobilise pas assez pour préserver la paix sociale au regard des multiples grognes observées à travers le pays et les crises sécuritaires et sociopolitiques qui secouent la République du Cameroun. Reportage Auréal Tchoumi. Le Cameroun est déchiré de rapports parfois incestueux où coule l'amour un jour et le désamour un autre entre médias et politiques. Quand on regarde la foultitude, le pullulement d'organes de presse aujourd'hui, c'est vrai, ça peut participer du pluralisme, ça peut participer de l'âge de la presse, mais on a le sentiment que
beaucoup de journalistes aujourd'hui ont choisi volontairement de ramer à contre-courant de l'actualité. Il s'agit d'un mariage quelquefois incestueux, un mariage qui dépend des jeux et des enjeux des deux positions, que ce soit dans le journalisme, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau de la politique. Donc on a cette tendance-là, bon, qui résiste et qui réside, et du coup dans une société telle que la nôtre, où les gens arrivent même dans les médias par embuscade. Médias et politique au Cameroun, les dynamiques de déconstruction démocratique, c'est le titre de cet ouvrage préfacé par le professeur Léopold Donfax-Sonquin et qui devra servir, selon l'auteur, de guide aux journalistes en cette année électorale. Nous sommes parfois si profondément plongés dans la quotidiennité de notre pratique qu'il nous est parfois difficile de nous arrêter pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre pratique même et ce qui se passe autour de nous. Cet ouvrage nous permet de marquer donc un temps d'arrêt, de revenir aux fondamentaux. La diffusion de l'information, le formatage des esprits, les médias, outils du pouvoir, le détournement d'informations et plusieurs autres thématiques sont abordées dans cet ouvrage par l'auteur. À la vérité, si on prend les analyseurs ou un certain nombre d'invariants qui permettent d'apprécier la démocratie, notamment la compétition électorale, je crois qu'il y a une compétition électorale chez nous. La participation, on peut en discuter, mais je crois que il y a la participation. L'élargissement de l'espace public, je crois que l'espace public est élargi, même si on peut faire la critique selon laquelle les mêmes figures reviennent et que ce n'est pas véritablement enrichi malgré l'ouverture. La problématique est dégagée. Les médias influencent-ils le pouvoir ou sont la politique et les politiques qui influencent les médias? Esquisse de réponse dans l'ouvrage dédicacé à Douala et dans quelques jours dans la ville de Tchang. Restons dans le paysage médiatique. Vous avez certainement suivi cette vague déferlante d'Equinox Télévision qui a raflé la majeure partie des prix en compétition durant des awards des médias organisés en 2017. Le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchonko, a tenu à féliciter les journalistes et animateurs du groupe Equinox, lauréats des différents prix engrangés au cours de l'année 2017, et il les a exhortés à plus d'ardeur au travail afin de permettre à Equinox Télévision de rester la meilleure chaîne de télévision en Afrique centrale. Reportage Séverin Tchouban et Flavien Valondongo. C'est un homme tout souriant et plein d'énergie qui arrive à la salle de rédaction d'Equinox Télévision. Entouré de ses proches collaborateurs, le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression décline la raison de sa venue. Mes collaborateurs ont reçu des distinctions et ils ont exprimé le désir de me les présenter. Il est de bon ton que je vienne voir ce qu'ils ont reçu comme distinction et les féliciter pour cela. Voilà qui est dit. Chacun peut alors présenter ses lauriers. Julie Nguenyongde, meilleur magazine féminin de l'année 2017 avec Parole de femme. Esther Maël, double prix, meilleure animatrice de l'année 2017 et l'animatrice la mieux habillée de la même année. Gladys Sidje, meilleure présentatrice du programme matinal Cadence Matinale. Cédric Noufélé, meilleur présentateur du journal TV de l'année 2017. Mimi Mefo, double prix, meilleure présentatrice du journal TV et meilleure journaliste de l'année 2017. Flavien Dongo, double prix, meilleur magazine de l'année 2017 avec Actu Santé et le prix du meilleur exposé, obtenu lors du congrès africain sur la prévention des maladies cardiovasculaires, organisé à Sousse en Tunisie. Autant de lauriers qui suscitent la satisfaction, plus encore la reconnaissance par la hiérarchie de la structure. On ne peut être que contente et heureuse de savoir que le travail qui a été jugé à l'extérieur est reconnu à l'intérieur. Donc moi je dis ça me fait énormément plaisir que le président directeur général pour qui je travaille. Pourtant la base de la construction nationale depuis 1961 radicalise les positions et conduisent à un échec retentissant du projet de construction de l'unité nationale camerounaise. Il vaut mieux travailler à le solidifier à partir du consensus de l'ensemble du village Cameroun. Je vous le disais en titre, la pression monte encore sur le gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle.
la communauté internationale exige au préalable l'ouverture d'un dialogue participatif pour calmer les tensions observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, s'agissant du manque de crédibilité du processus électoral et la mainmise de l'administration au Cameroun. Le président du Conseil électoral a défendu tant bien que mal l'indépendance de l'ECAM. Des précisions avec Mitterrand Dam et Sylvestre Zangaou. Après les élections sénatoriales qui se sont déroulées dans un climat plutôt serein au mois de mars, le Cameroun se prépare à aller aux élections municipales, législatives et à l'élection présidentielle. Pour Pietro Lazeri, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, pour un processus électoral tout aussi apaisé, l'urgence d'un dialogue participatif s'impose. Dans une situation comme au Cameroun, c'est aux Camerounaises et aux Camerounais de trouver le meilleur cocktail sur comment organiser les élections. Mais c'est clair, dans les régions qui ont été mentionnés par ailleurs, par exemple le sud-ouest, le nord-ouest, l'extrême nord, il faut prendre les mesures nécessaires, notamment du point de vue de la sécurité. Donc c'est pour ça que le dialogue préélectoral est fondamental, parce que les différents acteurs qui participent dialoguent entre eux, afin que le processus électoral soit efficace, transparent. Et l'ECAM sera au centre de l'organisation de ces différentes élections. Et pour éviter tout amalgame, survenu après la forte présence des gouverneurs des régions, des préfets, des sous-préfets et des interventions médiatiques du ministre de l'administration territoriale lors des sénatoriales, Eno Abrams Egbe, le président du conseil électoral, réaffirme la souveraineté de l'ECAM dans l'organisation des élections. Je voudrais vous dire que l'élection Cameroun est bel et bien un organisme indépendant et autonome. Le rôle d'autres secteurs de structures du pouvoir, c'est pour nous accompagner. Et l'Illuminati est là pour jouer le rôle d'accompagnement en matière de sécurité. Vous savez que l'élection Cameroun, c'est un organisme indépendant, mais qui n'a pas les forces de l'ordre. Nous avons besoin, ce n'est pas le ministère en tant que tel, c'est les autorités administratives qui nous accompagnent beaucoup plus, et les services de sécurité, pour asseoir une sécurité acceptable pour tout le monde. L'élection Cameroun est prêt. Bon, améliorer, c'est dans le sens de la fluidité du processus. Nous croyons qu'il y a certaines zones à problème, que nous connaissons tous. Nous sommes en train de réfléchir comment y arriver pour qu'il y ait effectivement l'élection le jour J. C'est ça qui nous impose maintenant. Pour participer à mener les différentes parties prenantes aux élections, à s'engager dans un dialogue constructif, le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques et la Fondation Kofi Annan ont réuni des experts des questions électorales autour d'une table à Douala pour explorer des pistes pouvant conduire à un dialogue participatif sur les élections au Cameroun. Quels sont les autres enjeux de ce dialogue participatif dans le cadre d'un processus électoral apaisé au Cameroun? Je vous propose de suivre l'analyse d'un spécialiste des questions de géopolitique, Christian Pout, qui s'exprime au micro de nos reporters. On s'est rendu compte en tant que laboratoire qui scrute l'Afrique que 25% des élections en Afrique sont violentes. Et on s'est dit que notre pays entre dans une phase qui va être une phase assez critique, celle de la période électorale. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter en tant que laboratoire d'idées pour essayer de mettre ensemble autour d'une table les acteurs du processus électoral autour d'un document de référence. Et c'est ce que nous avons fait grâce à la Fondation Kofi Annan et au soutien de la Suisse et avec la participation de l'ECAM. Et je voudrais d'abord dire que nous sommes très reconnaissants parce que l'ECAM a été le premier partenaire stratégique de cette initiative et qu'il a apprécié en estimant que cette initiative permettrait déjà de servir de plateforme comme une sorte de concertation nationale. Et nous avons en tant que chercheurs, analystes, apporté notre pierre à cet objectif en proposant un document qui passe en revue l'ensemble du processus électoral et qui fait une sorte d'analyse SWOT, c'est-à-dire des forces, des faiblesses, des opportunités, même des menaces. Et c'est ce que représente aujourd'hui le document de référence.